Il était également directeur général d'une institution adjointe, puis PDG d'une institution de renommée en Tunisie, c'est la BTS, c'est la Banque tunisienne de solidarité. C'est une banque spécialisée dans le microcrédit. Et il est membre du conseil d'administration de plusieurs entreprises publiques en sa qualité, bien entendu. Depuis 2012, il est le président du régulateur tunisien, donc le comité de gestion des assurances, le CGA tunisien. Et actuellement, sur un plan international, il est membre du conseil d'administration de l'Africa Réassurance. Voilà donc pour résumer un tout petit peu la biographie de Si Hafez El-Gharbi, un haut commis de l'État tunisien, à qui je donne la parole pour présenter ses conférenciers. Merci Anis. Merci, je tiens à remercier les organisateurs de la conférence de la FANAF, à leur tête M. Adamanda, de m'avoir honoré par cette invitation pour présider ce prestigieux panel qui sera consacré à un débat au sujet des enjeux de la régulation et de la supervision. Excusez-moi, on a parlé tout à l'heure de la digitalisation. Oui. Eh bien, cette séance-là, elle sera en live streaming, diffusée en live streaming sur le site donc www.fanaf.org. Voilà, c'est le live streaming, vous serez directement donc filmé. Oui. Faites attention. Donc on va faire attention à ce que nous disons. Voilà, mesdames et messieurs, bonjour. J'ai l'immense plaisir et le grand honneur de présider ce panel consacré, comme je le disais tout à l'heure, aux enjeux de la régulation et de la supervision. Pour planter le décor, permettez-moi tout d'abord de vous présenter quelques pistes de réflexion, les éléments de réflexion et des propos introductifs afin de baliser les contours de la problématique qui nous est demandée d'en débattre. Une question que se pose, quelles sont les conditions essentielles pour développer l'assurance dans les pays en développement? D'abord, un certain nombre de préconditions, à mon sens, doivent être remplies pour développer l'assurance sur des bases solides. On peut résumer cela par la nécessité d'une saine infrastructure, c'est des cadres juridiques, judiciaires et comptables appropriés, un secteur financier adéquat, des commissaires aux comptes, des comptables, des actuaires et des évaluateurs de sinistres fiables, par exemple. Cela nécessite aussi un droit de la responsabilité et, bien sûr, les moyens financiers d'investir dans l'assurance. Sur ces bases, de saines règles de jeu doivent être établies. Par exemple, dans les domaines de l'agrément et de la solvabilité, notamment, pour protéger les consommateurs et favoriser le développement d'un marché de l'assurance solide, afin d'éviter que n'entrent sur le marché des acteurs non qualifiés dont la faillite pourrait nuire gravement aux consommateurs et aussi miner durablement leur confiance dans l'assurance. En effet, l'un des problèmes essentiels dans les pays en développement est de construire progressivement de construire progressivement la confiance des consommateurs. Enfin, il est nécessaire de faire en sorte que ces règles de jeu soient respectées et pour ce faire, de mettre en place des autorités de réglementation et de contrôle compétentes qui disposent de pouvoirs adéquats. Pour des pays faisant partie de la zone CIMA, l'objectif suprême doit, à mon sens, viser la création des conditions préalables pour renforcer le marché de l'assurance et lui permettre de répondre aux défis de la croissance économique, et ce, en renforçant les capacités de régulation et les ressources de supervision, en évaluant les faiblesses et les opportunités liées à la collecte de données, la formation professionnelle, les capacités actuarielles et le comportement sur le marché. Il faut aussi développer la transparence et l'efficacité de l'industrie de l'assurance. Et enfin, assister les sociétés d'assurance et les superviseurs à l'implémentation des normes et des standards internationaux. La problématique qui nous est demandée d'en débattre au niveau de ce panel est la suivante. Comment équilibrer, premièrement, la supervision technique et les obligations réglementaires avec des pressions économiques, politiques et commerciales? Comment équilibrer aussi ou concilier l'objectif contradictoire de la surveillance prudentielle et le développement d'un marché particulier de la zone CIMA? Notre panel pourra aussi aborder également le coût de la réglementation prudentielle aux assurés et de la façon d'éviter une réglementation excessive. Comment concilier le besoin de protection des assurés avec la quantité appropriée de la régulation?
Alors que le rôle des superviseurs est de veiller à ce que les assureurs respectent leurs engagements envers leurs assurés en tout temps, une approche trop prudente peut entraîner des coûts supplémentaires pour les consommateurs. Pour débattre de ces thématiques, ô combien importantes et sensibles, j'ai l'immense plaisir de recevoir M. Mamadou Koni, DG Alliance Côte d'Ivoire, qui est administrateur d'Alliance Vie Côte d'Ivoire depuis 2014, membre du bureau exécutif de la FANAF, en charge des questions réglementaires et de relations avec la régulation, membre du comité des experts de la CIMA depuis 2014, et surtout, ancien commissaire contrôle en chef de la CIMA pour la période 2002-2010. Donc, c'est quelqu'un qui a deux casquettes et on aura beaucoup à discuter avec lui sur cette problématique. Du moment qu'il était ancien contrôleur et maintenant il est de l'autre côté de la barrière. Les Suisses, excusez-moi des termes, qualifient les ex-contrôleurs qui partent vers le secteur d'ennemis, entre guillemets. Et auteur de plusieurs communications sur le développement du secteur des assurances en Afrique. J'ai le plaisir aussi de recevoir M. Pierre Piloge, à ma gauche, qui est associé au cabinet international Ernst & Young, spécialiste des institutions financières. Il coordonne le développement du cabinet dans de nombreux pays émergents, non seulement en Afrique, mais aussi au Moyen-Orient et dans les pays de l'Europe de l'Est. Il est de ce fait en contact avec nombre de pays régulateurs, acteurs du développement économique et nombre de compagnies très diverses qui l'accompagnent dans leur transformation. Et enfin, nous aurons aussi le plaisir de recevoir notre cher Christian Pirotti, directeur des affaires européennes et internationales au sein de la Fédération française des assurances depuis janvier 2003, qui est diplômé des universités de Wuppertal en Allemagne. Excusez-moi, Christian, si j'ai écorché le nom de l'université, et de Paris, Panthéon-Sorbonne, spécialité management européen et international. Christian aussi a été auparavant vice-président des affaires publiques et réglementaires d'Aegon NV, après avoir été entre 2005 et 2008 directeur des affaires gouvernementales Europe chez PMI Mortgage Insurance Limited. Il a préalablement été consultant senior auprès du directeur général de la Direction générale de la concurrence à la Commission européenne 1993-1999 et actuellement directeur des affaires internationales et des relations internationales du CEA, Comité européen des assurances, devenu Insurance Europe, entre 1999 et 2005. Voilà, je vous ai présenté nos chers panélistes. Je vais poser une question commune à nos chers, les trois panélistes. Donc, c'est une question que je vous adresserai à tour de rôle. Pouvez-vous nous décrire chacun de vous, de son point de vue et de son positionnement professionnel, pourquoi y a-t-il une nécessité impérieuse à réguler et superviser l'activité d'assurance et comment, surtout, concilier et équilibrer la supervision technique et les obligations réglementaires avec des pressions économiques, politiques et commerciales d'un marché en voie de développement comme celui de la zone CIMA. Donc, la parole est à toi, M. Koni. À vous, la parole à vous. Merci beaucoup, Président. Pour répondre à cette question, je vais commencer par une anecdote. Il y a 2 ans, j'étais à un rendez-vous avec le président de la FANAF dans un pays de la CIMA pour rencontrer le ministre des Finances. Et à l'entame de la rencontre, nous avons annoncé au ministre que le secteur des assurances venait de payer le plus gros sinistre de son histoire à hauteur de 30 milliards. Et nous l'avons fait avec une certaine fierté. Et à notre grande surprise, la réaction du ministre, c'était de dire cette structure à laquelle vous avez payé ces 30 milliards a certainement eu de bons avocats pour vous contraindre à payer. Et que ma préoccupation, moi en tant que ministre des Finances, c'est les milliers d'assurés et bénéficiaires de contrats qui attendent leur sinistre d'être payés et qui n'ont pas ces fonds-là pour s'offrir les services d'avocats compétents. Je pense que rien que ça, cette petite histoire illustre à suffisance la nécessité du contrôle des assurances. Parce que dans cette réaction du ministre, nous avons tout. La nécessité du contrôle et l'indépendance du contrôle. Puisque c'est le patron du régulateur, le patron de la régulation qui nous parle, en disant ça c'est sa préoccupation de tous les jours. C'est une forme d'insatisfaction du contrôle qui est diligentée à travers le secteur des assurances. Et donc, je pense que ça nous amène à réfléchir. Est-ce que le contrôle est nécessaire pour le secteur des assurances?
Je dis oui. Pourquoi? À cause du déséquilibre relationnel qui existe entre l'assureur et les milliers d'assurés qui font confiance au secteur des assurances, mais dont derrière, la qualité des services n'est pas souvent au rendez-vous. Donc ça, c'est la première partie de la question. Oui, le contrôle est une impérieuse nécessité. La seconde partie de la question, elle veut dire comment concilier effectivement ce contrôle-là avec les impératifs économiques, mais surtout comment faire en sorte que le contrôle puisse être indépendant des pouvoirs économiques, des pouvoirs politiques, mais aussi de toutes sortes de pouvoirs. Et là, pour répondre à cette question, je vais prendre la symbolique de l'arbre, l'arbre qui protège. Quand vous allez dans nos villages, souvent les marchés se déroulent au-dessous d'un grand arbre où il y a des feuilles, il y a de l'ombre, et tout le monde y trouve son compte. Et l'arbre protège tous les acteurs du marché, du petit marché qui se met en place. Pour moi, le régulateur a cette fonction d'arbre. Et comme vous savez, un arbre, pour qu'il soit solide, il a besoin que ses racines soient bien plantées. Et donc, l'indépendance du contrôle, d'abord, c'est au niveau des racines. Au niveau des racines. Les racines, c'est le système que je mets en place pour garantir le contrôle ou bien pour exercer le contrôle des assurances. Comment je construis ce système? Comment je fais en sorte que le cadre institutionnel qui régit le contrôle des assurances puisse garantir son indépendance? Ça voudrait dire que je vais mettre en place la structure de contrôle, je vais faire en sorte qu'en ce qui concerne ses pouvoirs, il puisse avoir l'indépendance nécessaire pour interagir avec le secteur, avec l'ensemble de l'écosystème. Et vous savez, un arbre, pour pouvoir faire des fruits, pour pouvoir faire des fleurs avant les fruits, a besoin aussi, surtout, de fertilisants. Et pour nous, les fertilisants, ce sont les hommes qui vont venir animer. Donc, les racines sont posées. Et quand vous regardez le traité CIMA, je dirais que les racines, c'est au niveau déjà du traité. Le traité qui dit, voici la composition de la commission de contrôle, voici comment je règle les conflits d'intérêts, voici comment je procède à la désignation des membres de la commission de contrôle, mais aussi du secrétariat général. Donc ça, ce sont les racines. Une fois que les racines sont posées, il faut que derrière, on puisse avoir les fertilisants de cet arbre-là pour pouvoir lui permettre de produire les fruits. Et les fertilisants, ce sont les hommes et les systèmes que je mets en place. Ces hommes ont besoin d'être des gens intègres, ont besoin d'avoir un leadership qui est vraiment affirmé, et ces hommes ont besoin aussi d'avoir une vision pour l'activité. Et donc, à côté de ces hommes, nous avons aussi les systèmes. Les systèmes, ce sont les procédures. Les systèmes, ce sont aussi toute l'infrastructure informatique, digitale qui va accompagner l'activité. Donc, ce sont ces deux aspects-là, mis ensemble. Donc, un système de contrôle qui repose sur un cadre institutionnel qui garantit vraiment l'indépendance, et derrière, un système de choix d'animateur du système qui vient aussi, à un moment donné, appuyer la structure et lui permettre de produire les fruits nécessaires à tous les acteurs du marché pour pouvoir exercer leur activité en bonne et due forme. Et donc, le système vient en cela protéger tous les acteurs, les compagnies d'assurance, les gens qui ont fait confiance au secteur, surtout les assurés et bénéficiaires du contrat, qui, dans cette relation déséquilibrée, ont besoin d'un système qui rassure. Président, voici peut-être ma première réponse à cette question. Merci, M. Codé. Je passe la parole à Pierre. Merci, Monsieur le Président. Je crois qu'effectivement, comme vous l'avez souligné, M. Koné, la finalité première de l'assurance reste de permettre à la population, à l'ensemble des clients potentiels, de protéger des biens et des personnes. Pour aller confier sa protection à une compagnie d'assurance, lui donner de l'argent, souscription d'un contrat en échange d'une protection, il faut avoir confiance. Il faut avoir confiance, il faut être certain, comme vous l'avez dit dans votre anecdote, de ne pas être obligé d'aller chercher un avocat si on a besoin de se faire rembourser un sinistre. Eh bien, le régulateur, il a ce rôle de développer la confiance. Et c'est un rôle indispensable, on l'a vu dans tous les pays. Vous avez dit, Monsieur le Président, dans votre introduction, il faut savoir éviter que des opérateurs non qualifiés envahissent le marché. Voilà une question de confiance. Parce qu'un opérateur non qualifié peut être très tentant jusqu'au jour où on a un sinistre et là, on sent mieux sa douleur. Par conséquent, le rôle premier pour nous, c'est vraiment ce développement de la confiance. Et quand on entend les chiffres qu'on a entendus dans le panel précédent, où, en gros,
30% des primes viennent de l'Amérique, 30% viennent de l'Europe, 30% viennent de l'Asie et 1,4% viennent de l'Afrique, on voit bien qu'il y a un pas encore à franchir dans l'établissement de cette habitude, de ce comportement d'assurance. Et pour ça, la confiance est un point de base, une racine, comme vous dites. Et la confiance, elle passe par quoi? Elle passe par un client qui voit là une protection réelle, ce qui veut dire qu'il faut montrer que cette protection est bien réelle. Une forme de simplicité, de transparence. Je comprends ce que j'achète. C'est pas facile avec l'assurance. C'est un métier très professionnel où parfois on emploie beaucoup de termes, il y a beaucoup de petites lignes dans les contrats et ça ne contribue pas à la confiance. Et c'est aussi une question d'avoir confiance dans celui qui vous conseille, le devoir de conseil. Voilà 3 points, la simplicité, la protection réelle, le devoir de confiance, qui sont 3 exemples de ce sur quoi doit agir le régulateur. De manière indirecte, certes, ça reste à la compagnie d'être la meilleure par rapport à sa compétition, mais le cadre que peut développer le régulateur est indispensable si on veut faire démarrer le marché. Et pour être très clair, il y a quelques mois, quand nous avons vu les nouvelles réglementations concernant les capitaux requis pour les compagnies d'assurance proposées par la CIMA, on a entendu le débat hier, ça n'amuse pas tout le monde, c'est normal, c'est difficile, c'est compliqué. Ceci dit, je peux vous dire que c'est extrêmement rassurant, globalement sur les marchés, de voir, c'est un signe positif, même si après il faut trouver l'adaptation, le timing qui va bien, les niveaux qui vont bien, c'est un signe indispensable et très positif d'une maturation, d'une maturité du marché et de sa professionnalisation. Et ça, c'est un facteur de confiance important. Merci Pierre. Donc, la parole est à Christian. Oui, c'est difficile après toutes ces interventions, mais laissez-moi insister sur la confiance et surtout sur l'importance de règles prudentielles adéquates à chaque marché. C'est que, je pense, on est tous d'accord, le règlement de sinistre est clé et je vais revenir, mais le fait que la compagnie sera encore là dans quelques années pour pouvoir honorer ses obligations est très très important. Et pour nous, dans un marché comme la France, qui est un marché très mature, la confiance dans le marché, dans sa totalité, est importante. On n'a comme marché aucun intérêt qu'un acteur montre des faiblesses parce que ça montre des faiblesses pour tout le marché. Juste pour illustrer mes propos avec quelques chiffres, sur le marché français, on règle à peu près 13,4 millions de sinistres par an. Ça veut dire, juste pour vous dire, l'importance d'un processus très rigide et très performant, on règle à peu près 37 000 sinistres par jour. Ça veut dire que vous devez être très rigide et très performant dans ce que vous faites, sinon vous avez des clients qui tapent à vos portes tous les jours. Et si vous comparez je sais que la comparaison est un peu artificielle, mais en comparaison, devant notre ombudsman, on a moins que 30 000 cas. Vous voyez, à toutes les assurances qu'on produise dans notre marché, le taux d'erreur est relativement faible. Et comme mon collègue à côté a dit, c'est que en fait, l'assurance est très complexe. Le client n'a pas ni la capacité ni la volonté de comprendre tout. Mais si je prends une analogie, quand vous montez dans un avion, vous avez confiance que que l'entretien de l'avion est fait dans les règles de l'art. Ça ne vous intéresse pas quelle huile ils mettent dans le moteur. C'est un peu la même chose en assurance. Il faut avoir confiance et le système en soi, la supervision, les règles sont clés à cette confiance. Et laissez-moi, et on va avoir le temps de débattre après, pour moi, il y en a 2 volets et demi, si je peux m'exprimer. Il y a le volet prudentiel, il y a tout le volet distribution, et je mets un autre volet à part, c'est tout ce qui est la protection des données du client.
qui est clé et qui devient, et on a parlé dans le panel avant des GAFA, qui est quand même quelque chose d'extrêmement précieux et extrêmement délicat à gérer. Merci. Donc, pour résumer, nos trois panélistes sont unanimes sur la nécessité impérieuse de superviser le secteur des assurances. Et s'il y a un mot-clé qui se dégage des présentations de nos amis panélistes, c'est le mot confiance. Et effectivement, cette confiance trouve sa justification dans le fait que l'assurance, finalement, vend des promesses. Les assureurs vendent des promesses. Il faut que vraiment les gens, les consommateurs de cette assurance aient une confiance totale dans la concrétisation de ces paiements vendus. J'ajouterai en tant que régulateur que, au-delà de cet aspect de confiance sur lequel vous avez tous insisté, j'ajouterai qu'il y a aussi une pression politique, économique, sociale, à ce que ce secteur soit le mieux régulé et le plus régulé aussi. Je peux en parler des pressions que nous-mêmes, en tant que régulateurs tunisiens, nous subissons de la part des pouvoirs publics, même des acteurs du secteur, qui voient que pour eux, laisser, par exemple, des acteurs défaillants exercer dans le secteur, ça nuirait à leur business et ça nuirait à leur image de marque. Les assurés surtout, hein, donc c'est le consommateur de cette industrie ne cesse vraiment de faire part de leurs inquiétudes et de leurs problématiques avec le secteur. Et je pense que cette nécessité impérieuse trouve sa justification amplement. Donc, je passerai à une série de questions que je vais poser à chacun de vous. Je m'adresse à M. Koné. Comme étant à la tête d'une société d'assurance, vous vous placez bien sûr actuellement du côté des consommateurs, de la régulation, de la supervision. Pouvez-vous nous faire part des faiblesses et des contraintes que vous jugez caractériser la régulation et la supervision telles qu'exercées actuellement au sein de votre zone? Et vous êtes bien placé du moment que vous êtes à la fois, vous étiez régulateur et maintenant vous êtes à la tête d'une compagnie d'assurance. Merci, Président. Déjà, merci pour cette question. Moi, souvent, le marché me demande, je connais, si vous retournez au contrôle un jour, seriez-vous un bon contrôleur? J'ai dit, je ne sais pas s'il existe un bon contrôleur, parce que quand le marché dit de vous que vous êtes un bon contrôleur, vos collègues commencent à douter de votre indépendance. Mais ce que je sais, c'est que si je retourne au contrôle, je serai meilleur que celui que j'ai été. Et donc, pourquoi je le dis? Parce que, ayant participé moi-même aussi, je pense que ça fait l'objet de discussions avec les anciens collègues, à pas mal de tests aujourd'hui qui sont en application, et dont moi-même je rencontre aussi des difficultés pour les faire appliquer. Mais ayant aussi vécu vraiment de façon profonde l'exploitation d'une compagnie d'assurance, et donc ayant vécu les problématiques des marchés, vous savez, quand moi je suis venu en compagnie, la première des choses qu'on m'a dit, M. Koné, occupez-vous de la mise en conformité des contrats et des relations avec le régulateur. Parce que déjà, on doutait de ma compétence à pouvoir faire de la croissance et à créer du résultat. Et à la limite, on était un peu apeuré par le fait que j'aurais vis-à-vis des clients un discours peut-être qui ferait fuir les clients ou bien qui mettrait à mal le développement de la compagnie. Moi, j'ai dit dès le départ, non, moi, je vais parler aux clients. Je viens certes du contrôle, mais je vais parler aux clients, je vais vendre des contrats, je vais faire le tour de la Côte d'Ivoire, je vais aller rencontrer le marché, nos partenaires et discuter, comprendre et comment appliquer les choses. Et donc, ayant vécu ces deux expériences, je pense que j'ai un certain nombre de choses aujourd'hui qui me permettraient peut-être un jour, dans une vie ultérieure, si je retourne au contrôle, d'être un meilleur contrôleur. Mais en même temps, votre question, elle me permet d'anticiper sur ça, qui est de dire quelles sont les faiblesses. Déjà, d'entrée de jeu, nous avons aujourd'hui, au niveau de la zone CIMA, un système de contrôle qui a été mis en place à peu près il y a 25 ans. Aujourd'hui, c'est un système de contrôle qui continue d'être envié un peu partout dans le monde, en ce sens qu'on a réussi, dans cette zone-là, à mettre en commun 14 pays qui interagissent ensemble dans le cadre de la régulation du secteur des assurances.
Donc ça, c'est un succès. Cela dit, un système qui a été mis en place il y a 25 ans a forcément éprouvé des difficultés. Il a été mis en place il y a 25 ans dans un écosystème particulier qui n'est pas forcément le même aujourd'hui. Donc il y a forcément un besoin de réadaptation, de review, un besoin de mise à niveau et forcément des faiblesses sont apparues en cours de chemin. Sur ce côté, je ne vais pas trop insister parce que je pense qu'il y a des voies plus autorisées pour peut-être traiter ces questions qui d'ailleurs sont prises en charge par les instances de la CIMA. Ce que je voudrais dire, c'est qu'au niveau de la pratique du contrôle, je pense qu'il y a encore des efforts à faire. Nous avons un contrôle qui est essentiellement aujourd'hui, quoi qu'on en dise, encore orienté sur le respect des ratios. Sur le respect des ratios. Vous avez la marge de solvabilité, vous avez la couverture des engagements réglementés, et puis 2 ou 3 ratios relatifs aux frais généraux. Je pense que c'est l'essence aujourd'hui des rapports de contrôle, même s'il y a d'autres éléments qui sont mentionnés à l'intérieur. Ce qui peut manquer aujourd'hui à notre contrôle, c'est aujourd'hui la protection directe du consommateur. La protection directe du consommateur. D'ailleurs, ce consommateur, quand vous faites une enquête de terrain, il remet en cause même l'efficacité du contrôle. En disant, quand vous dites que, écoutez, nous avons un contrôle qui garantit effectivement nos opérations, et donc vous n'avez pas besoin d'avoir peur, vous avez des consommateurs, y compris des grandes entreprises, qui vous disent, non, moi je veux une lettre de confort, je veux ceci, je veux cela. Donc ça veut dire qu'il y a cette question de confiance-là qui a besoin d'être rétablie. Je pense que les collègues en ont parlé tout à l'heure. Cette question de la crédibilité du secteur. Et elle passe par une consommation directe du consommateur. Et là, comment le faire concrètement? Je pense qu'aujourd'hui, il faut aller dans les process, il faut aller dans les produits. Il faut vraiment donner un sens concret de terrain, de jour, de day-to-day, où véritablement on voit dans les exploitations comment les choses sont montées. Je prends un exemple très simple, la question du devoir d'information. Je pense que les collègues en ont parlé tout à l'heure. Quand vous regardez, longtemps, on a insisté sur ce devoir d'information en le présentant comme étant une responsabilité de l'intermédiaire. D'ailleurs, quand on parle de banque assurance, c'est l'un des points qui revient. Quand on parle d'agent mandataire, c'est l'un des points qui revient, le devoir d'information. Mais ce devoir d'information, aujourd'hui, même dans les groupes, mais aussi au niveau européen, quand vous regardez les dernières directives sur la distribution, on sait aujourd'hui que ce n'est pas suffisant pour garantir la bonne exécution de l'opération d'assurance. Le problème doit être attaqué à la racine. Est-ce que le produit qui est mis en place, qui est mis à la disposition de l'intermédiaire, est un produit qui était adapté à la cible, au target? Et donc, je pense que le régulateur devrait peut-être faire en sorte qu'à ces niveaux déjà, on puisse avoir des produits qui répondent aux besoins des clients avant même que ces produits soient mis à la disposition des intermédiaires. Ça voudrait dire quoi concrètement? Il faut que dans la conception des produits, on puisse avoir un cadre, mais interne à l'entreprise, parce que là aussi, il faut continuer à responsabiliser les entreprises. Il ne faut pas faire leur travail à leur place, mais surveiller le cadre qui régit le produit. De plus en plus, on parle de la gouvernance produit. Ça suppose qu'il faut avoir des comités en interne qui travaillent sur les produits et qui s'assurent, avec la voix du client, que ces produits-là répondent véritablement aux besoins des clients. Et donc, c'est ce travail-là, en amont, qui peut garantir une meilleure application du devoir d'information et qui n'est pas clairement fait aujourd'hui. Je sais que c'est une contrainte, mais je pense que le régulateur devrait peut-être travailler sur ces aspects pour définir le cadre dans lequel, en interne déjà, les compagnies devraient élaborer leurs produits et les mettre à la disposition du public. Alors, une fois qu'on le fait, il faut des procédures internes. Moi, j'expérimente ces choses-là dans mon entreprise. Je sais que les responsables commerciaux ont tendance à me dire, mais écoutez, déjà, vous mettez trop de bureaucratie sur le produit. Oui, il faut ça. Parce que ce qui se passe, c'est que souvent, on envoie des produits sur le marché. Et le retour ne nous est pas satisfaisant parce que, quelque part, on n'a pas associé toutes les parties prenantes, notamment les sinistres. Mais aujourd'hui, les nouvelles fonctions clés dont on a besoin de mettre en place, qui sont des fonctions de contrôle interne qui doivent être mises en place, notamment le risk officer, le compliance officer, l'actuariat, et toutes ces fonctions-là doivent pouvoir être en entreprise et dire leurs mots avant qu'un produit ne soit mis sur le marché. Et vraiment les dire avec objectivité, les dire aussi avec pragmatisme, pour que le produit soit véritablement un produit qui répond. Après, il y a la question de la gouvernance.
Je sais que par le passé, il y a quelques années, la CIMA a mis en place la gouvernance de façon générale avec des responsabilités beaucoup plus accrues au conseil d'administration, des règles de nomination des directeurs généraux. Mais là encore, il y a encore des efforts à faire parce que la gouvernance aujourd'hui, elle sort du cadre strict du secrétariat général d'un conseil qui doit se réunir sur une certaine périodicité et devient de beaucoup plus élargi avec des fonctions qu'on appelle plus ou moins des fonctions clés dans l'entreprise, dont on fait la promotion ailleurs et dont nous avons besoin aussi de les avoir en interne. C'est la gestion des risques, donc le risk manager, c'est la gestion de la question de la compliance avec la régulation qui doivent être prises en charge en interne avant même que la CIMA ne vienne. Et c'est la question aussi du légal et l'actuariat. Donc ça aussi, il faut renforcer la gouvernance. Je pense qu'aujourd'hui, la gouvernance technique, la gouvernance opérationnelle continue d'être un point de faiblesse de nos structures. Et dernier élément, c'est la gouvernance du système d'information. Le système d'information aujourd'hui se conçoit beaucoup plus, va au-delà du simple logiciel que j'ai, qui permet peut-être de faire des calculs ou d'enregistrer des sinistres et ainsi de suite. Il faut vraiment travailler encore sur la gouvernance des systèmes d'information, en ce sens qu'il y a de gros investissements qui sont attendus quand on parle de digitalisation et tout. Il faut voir comment est-ce qu'on gère les projets dans ce cadre-là, pour ne pas aussi, non plus, puisqu'on a aussi des questions de frais généraux, mais aussi, on prend aussi des risques en faisant ces investissements, faire en sorte que tout ça se déroule dans un cadre de régulation qui protège les derniers de la société et qui protège, au-delà de ça, le client. Donc, je dirais gouvernance opérationnelle, gouvernance des process, mais aussi gouvernance de façon générale qui prend en compte la distribution, mais aussi la conception des produits, pour que les deux soient liés et qu'on ne conçoive pas forcément l'obligation, peut-être ce qu'on appelle mis-selling, lorsque ça survient, qu'on dise non, mais c'est le travail de l'intermédiaire qui n'a pas été bien fait, alors que derrière, c'est le produit qui n'a pas vraiment été bien enraciné, bien conçu et sur la base d'un besoin bien identifié. Je pense que le contrôle devrait peut-être travailler sur ces aspects-là. Merci. Merci beaucoup, M. Conny, pour ces éclaircissements et ces éclairages apportés au niveau des faiblesses caractérisant la supervision ou la régulation actuelle dans le marché. Et vous avez insisté sur la nécessité de passer d'un système basé sur la régulation quantitative seulement, supervision quantitative pour introduire cette notion de pilier qualitatif qui actuellement qui vient d'être mise en place avec Solva 2 en Europe et que plusieurs pays émergents et en développement commencent à mettre en place une deuxième règle de solvabilité qui tient compte effectivement de tous les risques inhérents à l'activité d'assurance. Ce n'est plus le risque de souscription uniquement et de pousser ou d'inciter les compagnies d'assurance à mettre en place des systèmes de gouvernance capables de mieux gérer leur compagnie et surtout à mettre en place un système d'information qui serait demain capable d'informer toutes les parties prenantes sur la réalité de ces sociétés. Ça me permet de faire la transition avec notre ami Pierre pour justement avec cet excès que qualifie surtout le secteur de réglementation, d'autres exigences réglementaires concernant la protection des données personnelles, le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, la norme IFRS 2017 surtout qui se profile en 2022, qui était prévue pour 2021. Heureusement, on a retardé d'une année l'implémentation de cette norme. Pouvez-vous un petit peu nous entretenir brièvement de l'impact de ces nouvelles exigences réglementaires en termes surtout de coûts pour le secteur et d'image. Voilà. Merci, Monsieur le Président. Oui, vous avez raison de le souligner. Bien sûr, toutes ces mesures représentent des coûts pour les compagnies. On l'a dit tout à l'heure, ces coûts semblent vraiment nécessaires si on veut pouvoir développer sérieusement le marché. Par conséquent, est-ce que ce sont des coûts de réglementation ou est-ce que ce sont des coûts d'investissement ? Et je pense que c'est comme ça qu'il faut les regarder. Des coûts d'investissement sur un niveau de professionnalisation, alors parfois un peu forcé, pas forcément au rythme où on le souhaiterait en tant que compagnie, c'est imposé par le régulateur. Parfois, il y en a beaucoup en même temps, et donc c'est compliqué à gérer. Je pense que c'est des coûts qu'il faut regarder comme des coûts de projet vers la professionnalisation,
Et par contre, là où il faut faire attention, et ça c'est notre expérience avec beaucoup de nos clients, notamment dans les marchés émergents qui sont en train de se réguler, qui donc subissent cette pluie de réglementation importante, c'est de dire attention, ok pour un coût d'investissement, à condition qu'on arrive à l'utiliser comme un coût de changement de la culture, y compris dans notre entreprise, de cette gestion des risques, de cette gestion de la conformité. Parce qu'une fois que le pli est pris, on s'aperçoit que ça ne coûte pas forcément si cher que ça. Ce qui est dur, c'est la transition. Donc, investissons sous une forme de transition et de changement. Et surtout, évitons, et ça c'est plus compliqué parce que ça fait souvent peur aux compagnies, évitons les coûts de fonctionnement associés à ces réglementations. Les coûts de fonctionnement, c'est un contrôle de plus à faire, il va falloir des gens qui vérifient, etc., etc. La chance que vous avez en étant soumis aujourd'hui seulement, entre guillemets, à toutes ces réglementations, c'est que vous pouvez aussi bénéficier des apports technologiques qu'on a déjà mentionnés précédemment et qui permettent d'éviter une partie sérieuse de ces coûts grâce à des automatisations, à de la professionnalisation, l'investissement dans les systèmes, l'investissement aussi dans la robotisation, etc., qui pour beaucoup de ces reporting obligatoires, de ces contrôles, vous parliez blanchiment, etc., on a mis en place déjà des contrôles blanchiment extrêmement automatisés, c'est-à-dire qu'il n'y a quasiment pas d'intervention. Et à la limite, ils sont presque encore plus sûrs aussi, dans la mesure où, effectivement, il y a peu de risques attachés à tel ou tel cas particulier qu'on jugerait peut-être inutile de déclarer. Voilà, là, le système s'en charge. Donc, oui, c'est des coûts, mais regardons aussi non seulement ça comme un investissement, mais pensons au retour sur investissement. Le retour sur investissement, on l'a dit un peu tout à l'heure, il est dans la forme de confiance qu'on peut donner au marché et dans sa croissance en volume. Je voudrais revenir un moment là-dessus. On a dit, j'ai rappelé tout à l'heure le chiffre qu'on avait entendu de 1,4% sur le marché africain des cotisations. L'enjeu pour les compagnies d'assurance en Afrique, à mon avis, il est davantage de créer le marché que de se faire la compétition pour piquer un petit bout de la part de marché du voisin. Étant donné que c'est la part de marché globale qui est déjà encore trop faible qu'il faut développer. Et qu'est-ce qu'on a vu? Quelles sont les leçons qu'on peut effectivement tirer, mon expérience dans beaucoup de pays émergents, sur des sujets assurance, mais même sur d'autres sujets? Eh bien, c'est qu'on est entré dans une époque où les traditionnels silos de compétition sont en train de se rompre, en partie à cause du digital, en partie et même surtout à cause ou grâce aux nouveaux entrants, je ne sais pas comment le dire, parce que ça a du bon, ça bouscule. Et à cause de ça, vous voyez une nouvelle mentalité s'installer qui est de dire entre les compagnies, mais peut-être avons-nous intérêt à penser à de la coopération et pas seulement à de la compétition. La fameuse coopétition dont on avait entendu parler un certain temps comme un buzzword assez marrant. Oui, je pense que c'est en plein dans le marché aujourd'hui. J'ai un exemple très concret en tête. Ce n'était pas sur de l'assurance pure, c'était sur du paiement. Le paiement n'a pas sa part de marché masse critique du tout atteinte dans certains pays matures, justement. Les pays d'Europe de l'Ouest n'utilisent très peu le paiement mobile. Parce que les cartes nous suffisent largement, elles sont acceptées dans tous les magasins, pas besoin de passer au mobile. Si vous voulez développer ce marché-là, ou si vous craignez, et c'est intéressant parce que ça a été ça la motivation première de la communauté bancaire, ça a été si vous craignez les nouveaux entrants, les fameuses GAFA notamment, les Apple Pay, etc., quelle a été une des options? Mettons-nous ensemble, arrêtons de chacun créer notre petit système de paiement génial avec zéro volume derrière. Les pauvres commerçants qui doivent l'accepter, ils se retrouvent avec autant de systèmes différents que de banques en face. Ils ne savent plus comment gérer tout ça. Organisons-nous, coopérons, tout en restant en compétition sur le paiement in fine. Mais mettons une infrastructure ensemble. Je pense que ces leçons-là, on peut en avoir beaucoup. Et si je la transpose au marché de l'assurance en Afrique aujourd'hui, je dirais que je pense que le temps est venu effectivement au niveau
des associations d'assureurs, au niveau du régulateur, de penser coopétition, c'est-à-dire bien voir à comment augmenter le marché lui-même et non pas forcément réglementer dans tous ses moindres détails le fonctionnement existant. Ça passe par là d'ailleurs, hein, mais ce n'est pas la seule finalité. Donc je pense que coût, oui, les bénéfices, oui, il y en a derrière aussi, à condition de mettre toutes ces réglementations et toutes ces contraintes peut-être ensemble. On a un autre exemple que vous avez sûrement en tête aussi, ce qu'on appelle le KYC, le Know Your Customer, connaître son client. Vous êtes de plus en plus soumis à ces contraintes dans l'assurance. Les réglementations, le blanchiment en fait partie d'ailleurs, hein, la lutte anti-blanchiment en fait partie. Ça fait des nouvelles réglementations qui imposent des contraintes de vérification, etc. Il y a plusieurs façons de le traiter par la réglementation. Vous pouvez dire, voilà comment on va faire en détail pour vérifier. Donc je veux avoir une photocopie de papier signée et certifiée conforme de la carte d'identité, je ne sais quoi. Ou bien, il y a la finalité réelle qui est de dire, je veux que vous preniez les meilleures mesures pour être certain que cette personne n'est pas sur les fichiers anti-blanchiment, etc. Faisons attention à ne pas tomber, et ça c'est pour répondre directement à votre question sur le coût et l'exagération parfois, faisons attention à ne pas tomber dans de la réglementation qui toucherait trop le comment au lieu de toucher la finalité. Si on réglemente trop le comment, on peut aussi tuer l'innovation, puisqu'il n'y a plus d'espace pour proposer autre chose. Donc, c'est comme vous l'avez dit, un savant équilibre entre à la fois la contrainte nécessaire de ces règles et les objectifs commerciaux de simplicité, de transparence dont on a parlé tout à l'heure. Comment voulez-vous que le client s'y retrouve si les process deviennent trop complexes ou trop lourds? Le marché ne se développera pas. Donc les messages, c'est le coût, oui, mais c'est un investissement. Et si on le prend comme tel, on peut le transformer avec du retour sur investissement et surtout du changement de culture. Et deux, l'enjeu premier, c'est le développement de la masse du marché et la coopération, que ce soit avec le régulateur, mais aussi entre assureurs, est sans doute la prochaine étape que vous allez vivre en Afrique pour passer à la gamme du dessus en matière de volume d'assurance sur le marché. Merci beaucoup, Pierre. J'ajouterai, je partage totalement votre point de vue quant à la possibilité pour un petit peu amortir le coût des investissements, d'implémentation de toutes ces nouvelles dispositions réglementaires. Dans mon sens, il y a la possibilité pour le secteur de fédérer et de mutualiser le coût de mise en place de systèmes d'information. À mon sens, le secteur n'est pas concurrentiel sur le système d'information, il est concurrentiel sur le cœur de métier. Et je peux en témoigner lorsque j'étais de l'autre côté de la barrière en tant que premier responsable d'une banque de la place. Mais je vois des collègues ici qui étaient aussi des côtés de banque. Nous avions mis avec le concours de régulateurs à l'époque beaucoup de systèmes qui ont été mutualisés, notamment le fameux système de télécompensation qui a permis une amélioration de la qualité exceptionnelle au niveau des virements et d'encaissement de chèques. Donc, le secteur des assurances peut copier ce type de pratique pour fédérer et mutualiser la mise en place de systèmes d'information coûteux. L'autre possibilité qui reste toujours aussi possible, c'est de fédérer ou de fusionner ou de marier quelques compagnies pour devenir plus robuste, financièrement solide, capable de faire face au coût d'investissement inhérent à l'implémentation de ces nouvelles réglementations. Il vous reste, excusez-moi, monsieur le Président, il vous reste 5 minutes. Alors, je ne sais pas si vous voulez terminer en 5 minutes ou l'incorporer pour faire bénéficier la salle. C'est up to you. Hein. On terminera peut-être avec une question à notre Christian Pirotti. Christian, comme observateur très éclairé, faisant partie d'un secteur mature, ayant vécu de très près des transformations majeures sur tous les plans. Nous aimerions savoir de votre part un retour d'expérience sur le pourquoi de ces transformations, leur impact et la démarche suivie par le secteur français pour les appliquer et en atténuer les effets négatifs. Et que préconisez-vous
pour le secteur de la zone, acteurs régulateurs, pour éviter un Big Bang et que les transformations nécessaires soient faites sans freiner le développement. Voilà, merci. Je pense je commence un peu dans le désordre. C'est que je pense, notamment ce qui s'est dit, je pense les assureurs doivent être à la pointe de la réglementation et de la technologie. Je pense, comme c'était dit avant, on a tout intérêt comme assureur de limiter nos coûts parce que ça n'apporte rien au marché, ça punit le client, ça crée des coûts qui ne sont pas nécessaires. Qu'est-ce qu'on a fait, nous, à la Fédération? C'est que d'abord, je pense qu'on a essayé, côté des FinTech, côté d'InsurTech, de prendre une approche qui est peut-être un peu différente que certaines de nos homologues. On a créé nous-mêmes notre propre hub. On a pour le moment une petite dizaine de startups qui sont logées chez nous. On a un comité de sélection, ils sont logés chez nous, ils se développent chez nous. Il y a une procédure assez claire, assez transparente pour chacun. Ça, c'est un aspect simplement pour savoir comment le marché se développe, quelles sont les startups qui se créent autour de notre secteur. Deuxième chose, pour certaines actions très coûteuses, vous annulez un contrat, vous devez poster une lettre certifiée, quelqu'un doit la chercher. On essaye de trouver des solutions de blockchain pour le secteur. Ça veut dire réduire le niveau global des coûts pour le bénéfice du consommateur. Maintenant, c'est que qu'est-ce qu'on fait pour éviter le Big Bang? Laissez-moi quand même passer, j'essaye dans 2 minutes, sur Solva 2. Je suis assez étonné que pour certaines, Solvabilité 2 était une grande surprise. C'est que pour quelqu'un qui était malheureusement pour moi à la genèse de ce projet, c'est que ça débutait en 99. C'est que c'est pas hier que ce projet est né. C'est que la Commission a travaillé dessus. D'ailleurs, c'est l'industrie qui a demandé ce projet à la Commission européenne pour se doter d'un nouveau cadre réglementaire qui est plus adapté au business qu'on fait et pour être prêt pour le futur, d'avoir un cadre qui est d'un côté flexible, mais qui a des aspects, qui incorpore des aspects qu'on n'a jamais traités dans le passé, comme la gouvernance, comme certains d'autres aspects. Et puis, on a fait quand même 5 QAS, Quantitative Impact Studies. Ça veut dire que l'industrie européenne a testé pendant des années le système, puis pour aboutir à un texte final. Mais qu'est-ce qu'on a dit à la fin? Parce que c'était quand même quelque chose de très ambitieux et finalement de très très complexe. Mais on a dit, on ne veut pas détruire des marchés, il faut certaines mesures de transition pour que les marchés qui ont développé de façon différente en Europe, on n'a pas la même culture en Allemagne qu'en France, ni en Chypre, ni en Malte. Voilà, on s'est doté de mesures de transition, mais avec une finalité d'après une transition, et certaines étaient très très longues, 16 ans, d'adapter le cadre dans sa totalité. Et je pense que c'est important, c'est que de fixer des buts très clairs, oui, ambitieux, mais de prendre tout le marché. Et vous voyez, on a Solvabilité 2 est rentré en vigueur le 1er janvier 2016. Aujourd'hui, en 2019, on est déjà à notre première révision. C'est un cadre évolutif qu'il faut amener et qu'il faut ajuster. La prochaine révision est en 2020. Mais finalement, on ne touche pas à la fondation du texte, mais on ajuste ce texte et on l'amène pour répondre aux défis futurs. Et dans la périphérie de ça, on a des règlements sur le risque systémique, sur d'autres aspects. Mais le cadre nous permet aujourd'hui de répondre aux défis du futur. Maintenant, on a parlé de GAFA, on parle de FinTech, d'InsurTech. Je pense on n'a pas encore vraiment parlé sur la notion du level playing field. Il est important que certaines règles sont applicables pour tout le monde, notamment la règle des protections de données. C'est que
Je pense les assureurs, on est très soucieux à protéger nos clients et dans la plupart des cas, c'est le client qui décide ce qui se passe avec ces données. Et ces règles-là sont très importantes à les voir vraiment dans le marché pour chacun qui a ce bien extrêmement précieux, l'information du client, et c'est ces clients qu'il faut protéger. Merci. Question. Donc, pour être dans les délais, j'avais programmé une autre série de questions. Vous avez grignoté 1 minute 25. Donc, 1 minute 25 1 minute 25. Donc, c'est beaucoup plus pour réagir par rapport à ce que vous venez de dire, Christian. Il est très important que le secteur lui-même soit à l'initiative d'une transformation réglementaire aussi importante que Solvay 2. Ça, c'est à noter. C'est un appel du pied à nos secteurs d'assurance émergents et en développement d'être aussi preneurs d'initiative et de ne pas avoir peur de nouvelles règles, notamment de solvabilité, qui tiennent compte surtout d'aspects qualitatifs aussi importants que la gouvernance et le système d'information. Tout à fait, et surtout que les assureurs aiment bien donc voir des régulateurs sur un panel et puis leur poser des questions. Hein. Donc, il faut faire attention aussi. Hein. Alors, des questions sur la supervision et sur la régulation. Non, ne me faites pas ça. Voilà. Une seule question. Une seule. Pas 3, comme tout à l'heure. Une seule. Monsieur qui est très prolifique. Alors, bonjour à tous. Ma question s'adresse directement à Monsieur Koné. J'ai suivi attentivement le déroulement de la philosophie de l'arbre qui protège et les assureurs et les assurés. J'aimerais... Ah, d'accord, merci. Oui, la première fois, on nous a dit de ne pas nous mettre debout, donc c'est pour ça que j'ai continué. Alors, j'aimerais savoir, on a l'arbre qui est là, qui protège et les clients et les assurés, mais ma préoccupation, qu'est-ce qui bloque dans l'implémentation de la régularisation ou de la supervision? Quelle est la difficulté? D'accord. Donc la difficulté, Monsieur Ndaye, par là s'il vous plaît, mademoiselle, il est là. Merci. Merci beaucoup. Donc je voudrais tout d'abord féliciter le président et les panélistes pour la qualité donc des interventions. Déplorer qu'on soit un peu court en matière de temps, mais on ne peut pas épuiser tous les sujets. Et ma question, elle sera peut-être assez précise. Dans la zone CIMA, nous avons, comme dans la plupart des pays africains, une solvabilité basée sur les engagements. Quelle articulation est-ce qu'il serait possible de faire entre cette solvabilité basée sur les engagements et une supervision basée sur les risques, avec tout ce que cela implique comme principe de proportionnalité? Merci beaucoup. La question s'adresse à la fois. Merci. Alors, monsieur, si oui, c'est Mahfouz. Oui. Vous présentez, hein? Abdelmajid Faïd. Oui. D'abord, je suis très heureux de prendre part à cette auguste assemblée qui, pour la première fois, je crois, s'organise en Tunisie, l'Assemblée générale de la FANAF. Donc, c'est un honneur pour les Tunisiens, pour tous les Tunisiens, d'accueillir nos frères africains, nombreux d'ailleurs, ici à Tunis. Et je pense que, comme vous le savez, l'Afrique recèle de richesses sur tous les plans, et de richesses que nous sommes en mesure de pouvoir exploiter dans de bien meilleures conditions, pour tout pays confondu. Et comme vous le savez, l'assurance, par définition, est une technique qui se développe par la formation, l'investissement dans la formation au niveau des compagnies, par la formation des recrutés diplômés et par la formation en actuariat et dans d'autres disciplines. Et aujourd'hui, par la formation au niveau de la gestion informatique, avec tout ce qu'elle recèle comme nouveaux programmes, comme nouvelles recherches. Bien sûr, cela suppose que cela doit normalement faciliter le travail aux compagnies d'assurance. Et donc, par extrapolation,
au contrôle des compagnies d'assurance. Et là, se pose la question qui consiste à savoir si, dans l'ensemble de nos pays, cette relation compagnie-contrôle se fait d'une façon assez fluide et dans les normes qui sont déterminées par les règles et les principes du contrôle et du suivi des ratios au niveau des compagnies. Parce qu'il ne suffit pas de vendre. Aujourd'hui, dans tous les pays africains, il y a une concurrence très vive qui fait que l'évolution est en train de se faire, mais au détriment des chiffres qui peuvent être beaucoup plus développés. Donc, ma question consiste à comment trouver, à rapprocher le rôle du contrôle en tant que soutien, en tant que conseil, en tant que contrôle également des écarts de comportement des compagnies par rapport aux compagnies d'assurance. Je finis mon intervention en disant combien je suis heureux de voir mes amis africains et bon nombre d'entre eux que j'ai visités dans leur bureau présents ici et pour la première fois d'ailleurs à Tunis. Et on peut l'applaudir, hein, Faïd, on peut l'applaudir. C'est un grand monsieur, hein, c'est un grand monsieur de l'assurance en Tunisie également. Question, oui, soyez bref s'il vous plaît. La question A, vous avez dit qu'il ne faut pas, c'est-à-dire prendre l'apport de c'est-à-dire notre collègue, il faut travailler ensemble, il faut augmenter le marché. Mais de quel marché vous parlez? Parce que nous, dans les pays arabes et notamment en Tunisie, il y a d'autres produits et d'autres marchés. C'est le finance islamique, le takaful. C'est-à-dire, ils ont d'autres méthodes de travail, ils ont d'autres façons de travailler. Comment vous allez travailler ensemble? Il y a eu métamorphose dans le marché. C'est-à-dire, on va aller à 2 vitesses, qui est très important. Comment on va coordonner, c'est-à-dire entre les 2 marchés? Primo. Secondo, à l'échelle mondiale, il y a un mouvement. On sait que la politique de Fed, elle est en train de changer complètement les mouvements des capitaux à travers le monde. C'est-à-dire, ce n'est pas les pays émergents, mais les capitaux de certains pays émergents sont en train de quitter ce pays-là. Et l'assurance, elle travaille dans un contexte économique. Comment vous voyez l'avenir? Je vous remercie énormément. Merci beaucoup, merci. Alors, on va se contenter de cette batterie de questions. Monsieur le Président, hein, à vous, à vos panélistes. Ok, je donne la parole à M. Koné pour répondre à la première question. Je prendrai tout à l'heure une question qui a été posée par Faïd et une autre, surtout sur M. Adama. Je lui répondre. Voilà, M. Koné. Donc, Micro. Ok. Bon, il y a une question qui a été posée. Pourquoi la régulation ne marche pas? Moi, je ne dirais pas que la régulation ne marche pas, mais elle peut être améliorée. Donc, la métaphore de l'arbre, on peut toujours l'utiliser. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un arbre qui ne produit pas suffisamment d'ombre, mais qui ne produit pas aussi suffisamment de fruits. Donc, ça voudrait dire que la création de valeur pour l'ensemble des parties de l'écosystème n'est pas encore équilibrée. En ce sens qu'aujourd'hui, je pense que le contrôle le dit dans le cadre de ces rapports, le partage de valeur avec l'assuré aujourd'hui est plus ou moins déséquilibré. Donc, c'est quelque chose sur laquelle il faut travailler. Ensuite, vous avez la question de dire est-ce qu'on paye les sinistres dans le délai et tout ça? Est-ce que c'est optimal? Je pense qu'aujourd'hui, il y a une vraie question là-dessus. Ça gagnerait à être amélioré, même si aujourd'hui, vous avez beaucoup d'entreprises qui respectent les délais de règlement, mais qui ne sont pas fiers de ces délais, parce qu'il y a encore des efforts à faire sur ces délais-là. Donc, je peux dire qu'on a un arbre qui est bien, mais qui gagnerait à produire suffisamment de fruits, mais suffisamment d'ombre pour que toutes les parties prenantes de l'écosystème du marché puissent se sentir à l'aise. Alors, quand vous avez un arbre, c'est difficile de toucher les racines, puisque c'est pour ça qu'il faut veiller à ce que les fondations soient bien posées dès le départ. Vous voyez, par exemple, dans le cadre du traité CIMA, en ce qui concerne les racines, nous sommes dans le traité. Et les conditions de modification du traité, ce n'est pas du jour au lendemain, elles sont quand même difficiles à mettre en œuvre. Donc, à ce niveau, il faut peut-être se donner le temps de travailler sur cette question. Mais de l'autre côté, en ce qui concerne les fruits, en ce qui concerne l'ombre, il y a beaucoup de choses qui peuvent être mises en place
pour que le contrôle puisse continuer toujours à être efficace. Et à ce niveau-là, je pense qu'on continue toujours les discussions, mais il y a beaucoup de pistes à élaborer, comme je l'ai dit. Nous, au niveau du bureau de la FANAF, on a fait la promotion de ce que nous avons appelé la co-régulation, mais qui était un système de régulation qui impliquait les compagnies d'assurance d'abord, mais qui impliquait aussi le marché, avant même le régulateur lui-même. Parce qu'on disait qu'il était quand même intéressant pour le régulateur, avant même d'arriver, de s'assurer qu'en interne, au sein de la compagnie, on a déjà fait le travail de compliance, le travail de mise en conformité avec les lois, donc avec la réglementation prudentielle, et que si ce travail en interne au niveau de la compagnie ne suffisait pas, que le marché lui-même puisse se donner un dispositif d'autodiscipline qui permet déjà de sanctionner les récalcitrants. Et donc, dans une approche vraiment macro-prudentielle, le régulateur peut participer vraiment à l'efficacité de cet écosystème-là et faire en sorte que, effectivement, je me concentre sur des acteurs clés dont les problèmes ne vont pas perturber le marché, mais je me concentre aussi sur les infrastructures des marchés, qui a constitué l'un des thèmes aussi de notre Assemblée aujourd'hui. Et donc, je pense que c'est à ce niveau-là qu'il faut peut-être travailler, faire la promotion de ces systèmes qui responsabilisent aussi les compagnies d'assurance, en veillant à ce qu'elles-mêmes, elles se chargent d'abord de leur contrôle prudentiel. Et à partir de là, maintenant, le régulateur peut venir continuer ses missions, mais venir s'assurer que les systèmes qui sont mis en place en interne fonctionnent bien au niveau des compagnies d'assurance, mais aussi au niveau des marchés. Je pense que c'est à ce niveau-là qu'il faut peut-être continuer à travailler avec le régulateur pour qu'on ait des marchés qui soient efficients, mais surtout qui soient crédibles. Voilà. Merci, M. Koné. Si j'ai bien compris, M. Adama, le sens de votre question, c'est comment concilier entre une supervision basée sur le risque avec une solvabilité basée sur les engagements. Je dirais que la supervision basée sur le risque, c'est une norme à la limite universelle. Il faut qu'effectivement toute autorité de supervision, avant de planifier ses programmes d'intervention, soit dotée d'un modèle de supervision basé sur les risques pour attaquer effectivement les acteurs les plus risqués. Parce qu'il y a une priorité à faire pour tout régulateur compte tenu d'éléments de coûts, de budget et tout ça. Il faut qu'effectivement tout régulateur ait cette approche de risk-based control. Quel que soit le modèle de solvabilité mis en place, soit solvabilité basée sur les engagements ou solvabilité basée sur les risques. Ça serait encore mieux si, effectivement, le secteur ou la règle de solvabilité soit plutôt une solvabilité basée sur les risques qui intègrent tous les risques inhérents à une activité d'une compagnie d'assurance, ajouter à cela les piliers qualitatifs dont on a parlé tout à l'heure. Pour ce qui est de la question posée de je suis tout à fait d'accord avec lui pour qu'il y a plus de concertation et de discussion entre le régulateur et les acteurs. Pour sa deuxième partie de la question quant aux écarts constatés au niveau du comportement de certains acteurs, compagnies et circuits de distribution, je suis de ceux qui pensent que tout écart doit être sanctionné. L'impunité et le sentiment d'impunité était grave pour un secteur des assurances. On a parlé tout à l'heure de l'aspect confiance, de l'aspect respect du consommateur, tout ça. Donc, il faut, à mon sens, que tout écart soit sanctionné et qu'il ne faut pas qu'il y ait vraiment un sentiment d'impunité qui règne, qui est très mauvais pour le secteur des assurances. Je passe la parole à Pierre pour répondre. Sur la question des assurances islamiques que monsieur a posée, voilà, Pierre oui. va répondre à la question. Oui, vous avez dit à juste titre, travailler ensemble, pourquoi pas, mais pour quel marché? Et vous citez le cas du marché islamique. C'est absolument juste. Quand je parlais tout à l'heure de développer le marché, c'est le développer non pas forcément uniquement dans ses produits actuels. Dans le panel précédent, on avait parlé de l'importance de l'assurance obligatoire, etc. Certes, l'assurance a été créée anciennement sur des marchés durables, renouvelables 1 an, de la voiture, de l'habitation,
Je pense que le monde dans lequel on vit, qui est celui de l'instantanéité, du service directement sur le mobile, etc., fait qu'il y a énormément de nouveaux marchés à créer autour de l'assurance qui peuvent rencontrer leur public dans des continents comme le vôtre, justement parce qu'il y a peut-être une certaine résistance à prendre un contrat annuel renouvelable sur une habitation en se demandant si vraiment c'est de l'argent mis au bon endroit. Lorsque vous pouvez effectivement proposer de nouveaux marchés, d'abord des assurances, par exemple Takaful, comme vous l'avez évoqué, c'est vrai que ça fait partie de ces nouveaux marchés qui peuvent rencontrer de nouvelles clientèles. Deuxièmement, je citerai les assurances à la volée. Pour l'instant, par exemple, le temps d'un trajet automobile, ou encore, comme on le fait en ce moment déjà sur le continent, on réfléchit avec certains acteurs sur de l'assurance santé à la journée, lorsque le travailleur arrive pour l'agriculture sur le champ et qu'il est embauché, alors il veut bien s'assurer parce qu'il y a un risque pour la famille s'il a un accident. S'il n'est pas embauché, il n'a pas envie de dépenser de l'argent toute l'année sur une assurance santé. Donc, toutes ces nouvelles formes de produits qui peuvent développer le marché sont liées au fait qu'il y a de nouveaux outils, de nouvelles technologies. Et c'est là que je reprends mon message sur l'importance de la coordination avec les régulateurs. Il faut que le régulateur rende ces marchés possibles, parce qu'ils sont un peu nouveaux, ce qui ne veut pas forcément dire agréer un par un chacun des produits qui va sortir. Laissons de la place à l'innovation. Je le disais tout à l'heure, régulons plutôt l'esprit dans lequel c'est fait et la finalité du marché et de sa sécurité, et non pas forcément le détail de chacun de tous les produits. Laissons effectivement de nouveaux marchés se développer, comme vous l'indiquez. Voilà, une autre batterie de questions et on terminera, on clôturera ce panel. D'autres questions? Pas d'autres questions. Pas d'autres questions. Monsieur, oui. Alors, les hôtesses. Bonjour, je suis Joël Assoko, journaliste à Jeune Afrique. Vous avez parlé tout à l'heure de tout ce qui était automatisation ou de Monsieur Pilorge, d'automatisation des process. Dans le cas de l'assurance, comment est-ce que ça peut marcher en fait? Votre question, c'est comment ça peut marcher, c'est ça, pour l'assurance? Alors, ça peut marcher à 3 niveaux. Je vais essayer d'être bref malgré tout, parce que je pense qu'on a peu de temps. Ça peut marcher à plusieurs niveaux. Le premier niveau qui vient à l'esprit, c'est le niveau de la distribution, la relation avec le client. Là, il y a un gros travail à faire. Vous le savez bien, les clients trouvent que l'assurance, en tout cas, c'est souvent ce qu'on entend, c'est un petit peu quand même vieillot dans ses papiers à échanger, dans ses démarches à faire, dans le temps qu'il faut pour obtenir un remboursement, suivant quelles compagnies, au pluriel, sont en jeu dans la discussion. Donc là, il y a un niveau de service dans lequel il peut y avoir une automatisation significative, on le voit déjà aujourd'hui, sur l'interaction client. Ça va être dans la souscription, ça va être dans le conseil même, la première partie du conseil qui peut être en partie guidée par un ensemble d'outils un peu intelligents, et après il va falloir laisser l'expertise parler. Mais donc il y a déjà toute une partie de la relation client qui peut être partiellement automatisée. Pour ça, il faut que, effectivement, le régulateur l'accompagne en acceptant parfois des interactions qui ne laissent plus les mêmes traces qu'avant, de signature, etc. Ça pose des questions et c'est pour ça qu'il faut travailler ensemble. Deuxième étage où va se voir le plus fortement, je pense, l'automatisation, c'est au niveau des back-office. C'est au niveau de la gestion des contrats et des sinistres, où là, il peut y avoir des accélérations et des diminutions de coûts d'ailleurs, phénoménales liées aux technologies. Avant, on utilisait des technologies de type business process, management, etc., un peu de workflow. Aujourd'hui, on est dans la digitalisation et même dans ce qu'on appelle le RPA, le Robotic Process Automation. Et effectivement, ce type de technologie apporte très concrètement des effets au sein d'une compagnie. Et le troisième niveau qu'on oublie trop souvent, on en a un peu parlé tout à l'heure, c'est l'intercompagnie. Lorsqu'un sinistre est à gérer entre deux compagnies, le problème, c'est que l'image de l'assurance, ça va être l'image du maillon le plus faible. Et si une des compagnies traîne énormément pour rembourser un sinistre, vous avez beau avoir votre client qui a été victime,
Vous n'arrivez pas à le rembourser assez vite et il va dire mais qu'est-ce que c'est que cette compagnie? Mais c'est pas moi, c'est l'autre. Et ça, c'est difficile à entendre pour le client. D'où l'importance de cette coopération entre compagnies qu'on évoquait tout à l'heure. Et là aussi, l'automatisation est clé parce que sinon, vous n'allez pas créer non plus des back-office communs à toutes les compagnies. Enfin, ça va être un peu compliqué. Donc, aujourd'hui, les technologies apportent aussi des échanges. Enfin, pour reprendre la question de tout à l'heure entre les échanges de la compagnie et avec le régulateur, là aussi, il y a un peu de progrès à faire qui amélioreront ces niveaux de contrôle que vous évoquiez tout à l'heure. Et on commence à voir des outils se développer sur, justement, une normalisation des échanges avec la compagnie, que ce soit pour du reporting, bien entendu, mais que ce soit aussi pour ce qu'on appelle de l'escalade lorsque voilà, on détecte un mouvement anormal, un comportement anormal et qu'il faut renvoyer l'information. Là aussi, il y a des automatisations possibles qui améliorent du coup la relation compagnie et régulateur. Merci, messieurs. Alors, Christian Pierotti, oui. Peut-être un complément très pratique. Vous avez maintenant des assurances paramétriques avec des indices. Et là, il n'y a même plus d'interaction dans le sens classique. C'est que dès que vous touchez l'indice, le paiement est fait. Aujourd'hui, dans notre marché, on a développé un constat amiable accident auto digitalisé avec aussi une vue dans le futur. En principe, le client doit prendre 4 photos et puis l'assureur, par voie électronique, lui dit tel garage est dans le coin, tu peux y aller. Et puis, pour lui, il n'y a plus d'échange physique de courrier. Merci, quand je peux réparer ma voiture, quand je touche l'argent. Tout ça, il y a comme déjà dit, ce processus-là peut quasiment disparaître pour le côté client. Il a un sinistre et puis le vrai service qu'on peut lui rendre, c'est que le côté administratif autour de là est le moins nuisible et le plus efficacement possible. Et peut-être aujourd'hui, un règlement dans certaines branches de sinistre est de quelques semaines. Demain, ça peut être fait dans quelques heures, voire quelques minutes. Dès que vous avez déclaré, si vous avez des processus complètement automatisés, vous ne perdez plus le temps. Il faut juste déclencher un paiement. Merci beaucoup, messieurs. Donc, on les applaudit. Donc, Monsieur le Président, Hafez Gharbi, président du Comité général des assurances Tunisie, Monsieur Mamadou Koné, donc l'administrateur directeur général d'Alliance Vie Côte d'Ivoire, Monsieur Pierre Pilorge, Ernst & Young, Tunisie aussi, Monsieur Christian Pierotti, directeur des affaires européennes et internationales de la Fédération française des assurances, et parce que vous avez fait donc aussi bien que le panel précédent, on va vous récompenser. Eh oui, des trophées. Donc j'invite Monsieur le Président à remettre les trophées. D'abord à Monsieur Koné, qu'on applaudit. Voilà. Le trophée de Monsieur Pilorge. Le trophée de Monsieur Pilorge et son certificat également. Celui de Monsieur Pierotti. Celui de Monsieur Pierotti, s'il vous plaît. Et je voudrais, vous voulez donc répéter, voilà, allez, reprendre la photo, allez.
Et je voudrais que M. Koné remette le trophée à M. le Président Hafez Gharbi. M. Koné. Voilà. Merci, messieurs, merci beaucoup. Alors, on n'a pas encore terminé cette séance parce que on doit écouter M. Brou Nguessen, le secrétaire général de la Caisse de retraite par répartition avec l'épargne de l'Union monétaire ouest-africaine. Il est où, M. Nguessen? Monsieur Brou Nguessen. A priori, est-ce qu'il est là? Que disent les organisateurs? Ah voilà, il est là. Voilà. Je vous en prie, monsieur. À vous la parole, M. Brou. Merci, monsieur. Je suis plutôt... M. Brou va intervenir tout à l'heure pour les projections. Moi, je suis plutôt M. Sila Ibrahim. M. Sila Ibrahim, d'accord. Bonjour, mesdames, bonjour, messieurs, chers aînés, chers maîtres, parce que j'ai dans cette salle des personnalités qui ont été mes professeurs à l'Institut international des assurances de Yaoundé, dont je suis assureur à l'origine. Chers amis et chers invités de la FANAF, je l'ai dit tout à l'heure, je suis M. Sila Ibrahima, DG de la CRAE UMOA, la caisse de retraite par répartition avec épargne de l'Union monétaire ouest-africaine, une caisse qui a été créée par la BCAO, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, il y a de cela 40 ans. J'ai effectué le déplacement de Tunis en compagnie de M. Brou Nguessen, qui est le secrétaire général, mon collaborateur et mon frère, qui est donc le secrétaire général de la CRAE UMOA, et c'est lui qui se fera le plaisir de vous présenter tout à l'heure, à travers des slides, quelques slides, les activités de la CRAE et la CRAE elle-même en tant que caisse. Mais avant de lui passer la parole, je voudrais remercier du fond du cœur la FANAF d'abord, mais surtout le président Adama Ndiaye pour sa disponibilité, pour son humilité, pour son ouverture d'esprit ainsi que pour son engagement qui lui assure bien entendu sérénité, lui assure également responsabilité dans l'exercice de ses fonctions. Et comme j'ai l'habitude de le répéter à mes collaborateurs, assurer ses fonctions avec responsabilité est un gage de réussite. Or, la première porte d'entrée pour moi de la responsabilité, c'est bien l'engagement. Président, merci pour votre engagement au service de l'assurance africaine. On peut l'applaudir, M. Ndaya, on peut l'applaudir. Mesdames et messieurs, pour ceux d'entre vous qui ne le savent pas encore, je voudrais vous informer qu'à notre demande, le conseil d'administration de la CRAE UMOA, la caisse de retraite par répartition avec épargne, vient d'accepter pour compter du 1er janvier 2019 d'élargir le périmètre de couverture de ces régimes et du fonds qu'elle gère aux sociétés d'assurance. Il convient de rappeler que ce périmètre était limité à la BCAO, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, à la BOAD, la Banque ouest-africaine de développement, et au secteur de banque commerciale. Et notre présence à Tunis est une opportunité donnée à la CRAE UMOA et à ses activités de donner bien entendu un peu plus de visibilité et de lisibilité sur ces actions avant la mission itinérante que nous comptons dérouler dans tous les pays membres de l'Union monétaire ouest-africaine à partir du mois de mars. Vous comprenez bien l'honneur qui nous est fait, bien sûr à la CRAE, d'être
d'ambitionner d'être l'assureur retraite des assureurs. Ça, nous le prenons comme cela et c'est un honneur qui nous est fait. Maintenant, je vais, avec votre permission, demander à M. Brou de bien vouloir faire l'économie des activités de la CRA-UEMOA. Je vous remercie. Monsieur Sila Ibrahima, voilà, on l'applaudit. Le directeur général de la CRE. Merci beaucoup, monsieur le directeur général. Donc, c'est également pour moi une joie de participer à cette 43e Assemblée générale de la FANAF pour présenter la CRA-UEMOA, dont l'histoire remonte en réalité en 1979, parce qu'effectivement, c'est à partir du 1er juillet 1979 que le premier gouverneur de la BCEAO, le gouverneur Fadiga, a pris la décision de créer une caisse de retraite pour le personnel d'encadrement de la BCEAO. Alors, le nom de cette caisse était CRA-BCEAO, Caisse de retraite par répartition des agents d'encadrement de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Alors, en 1985, la CRA-BCEAO a été ouverte à la BOAD et a pris l'appellation que vous voyez, CRA-UEMOA. On a juste à ce niveau-là remplacé BCEAO par UEMOA. L'acronyme signifiant toujours Caisse de retraite par répartition des agents d'encadrement de l'UEMOA. Il a fallu attendre l'année 2006 pour que nous puissions avoir la CRA-UEMOA dans sa forme actuelle. L'acronyme désormais signifie Caisse de retraite par répartition avec épargne donc, de l'Union monétaire ouest-africaine. Pourquoi? Parce qu'entre-temps, les activités se sont diversifiées avec la création en 1993 d'un régime de retraite pour le personnel donc non cadre et puis en 2000 d'un régime qui fonctionne donc par capitalisation. Alors l'autre date importante pour la CRA-UEMOA, c'est l'année 2008, avec d'abord en mai la signature d'un accord de siège avec l'État de Côte d'Ivoire, parce qu'il faut le rappeler, jusqu'à cette date, toutes les activités menées par la CRA-UEMOA étaient menées donc sous le couvert de la Banque centrale. Alors, deuxième date importante, en 2008, c'est le transfert du siège donc, de Dakar à Abidjan, parce que le siège, effectivement, était dans les locaux de la Banque centrale à Dakar. Alors, qui sont donc les adhérents de la CRA-UEMOA? Il y a effectivement les deux adhérents fondateurs, la BCEAO et la BOAD. Il y a aussi les banques et établissements financiers de l'UEMOA. Il y a également les institutions financières dont le siège est situé dans l'un des États membres de l'UEMOA. Et M. le directeur général l'a dit tout à l'heure, donc à compter du 1er janvier 2019, la Caisse est ouverte aux entreprises donc, du secteur des assurances. Alors rapidement, donc, notre domaine d'intervention, nous sommes effectivement dans le domaine de la retraite par répartition avec deux régimes. Un régime pour les cadres, le RRPC, et un régime pour les non-cadres, le RCPNC. Nous sommes également dans la retraite par capitalisation avec le régime volontaire par capitalisation. Et nous sommes également et aussi donc, dans le domaine de l'assurance maladie. Nous allons revenir rapidement sur chacun donc, de ces domaines en parcourant les différentes activités. Nous commençons par les régimes de retraite par répartition, qui sont le fondement même de l'existence de la CRA-UEMOA. Alors, comment est-ce que fonctionne la CRA-UEMOA? C'est un régime, les deux régimes donc, sont des régimes de retraite par répartition qui fonctionnent par le système des points de retraite. C'est différent des régimes qui fonctionnent par annuité ou alors des régimes qui sont par prestation définie. Pour avoir une pension mensuelle à la CRA-UE, il faut cotiser pendant 10 ans. Et les pensions donc sont réversibles au taux de 60%. Cette réversion concerne soit le retraité qui donc avait une pension, ça peut aussi concerner l'actif qui a acquis des droits donc qui décède. La réversion donc est payée donc aux ayants droit donc désignés du vivant donc de la personne décédée. Nous avons donné quelques chiffres au 31 décembre 2018. Le régime des cadres a actuellement 10 600 participants pour 2203 retraités. Les cotisations récoltées en 2018 s'élèvent à 24,4 milliards et les pensions donc s'élèvent à 17,4
En ce qui concerne le régime des non-cadres, nous avons 12 376 actifs pour 1984 retraités à fin décembre 2018. Les cotisations se sont élevées à 17,4 milliards et les pensions de 3 milliards de francs CFA. Alors, nous allons regarder un peu comment les régimes fonctionnent. Le mécanisme de fonctionnement de ces régimes-là, nous avons dit, sont des régimes à points. Donc, les cotisations versées mensuellement sont transformées, donc divisant par un paramètre qu'on appelle le salaire de référence, qui est en réalité le prix d'achat d'un point de retraite. Alors, le salaire de référence et les taux de cotisation dont sont affichés. Donc, chaque salarié a un point de retraite au moment où il part à la retraite. Donc, le nombre de points donc, accumulés sur ce compte est multiplié par un autre paramètre qui est la valeur de service du point et donc le montant déterminé est donc la pension annuelle. Il suffit de diviser par 12 pour avoir le montant de la pension mensuelle. Nous avons pris un exemple pour illustrer, mais nous n'allons pas revenir sur cet exemple-là. S'il y a des questions, nous allons peut-être revenir là-dessus. Mais j'attire tout simplement votre attention sur ce qui est inscrit en bleu tout à fait en bas. Nous avons mis délai de récupération 7,13 années, ce qui signifie que les cotisations versées donc, pendant l'activité sont récupérées sous forme de pension après seulement 7,13 années donc, de retraite. Et le reste du temps, c'est la solidarité intergénérationnelle donc, qui joue à ce niveau-là. Alors, nous avons mis le rendement instantané qui fait 14,02%, ce qui signifie que pour 100 francs de cotisation payée, le régime, aux conditions d'aujourd'hui, vous promet 14,2 francs donc, de pension au moment où vous avez à la retraite. Donc, c'est le rendement instantané classique que affiche les différents régimes de retraite par répartition. Deuxième type d'activité, donc, le régime de retraite par capitalisation. Alors, ce régime est exclusivement réservé aux participants. Il y a deux régimes par répartition et on précise qu'il faut être même à jour de ces cotisations à ces deux régimes pour pouvoir donc participer donc, au RVC. Il y a une cotisation minimale annuelle de 180 000 francs. Il y a, nous précisons que les versements ne font pas l'objet de chargement, ni à la souscription, donc, ni au paiement donc, des cotisations. Alors, nous précisons également qu'il est possible de faire des retraits donc, sans pénalité, donc avant l'échéance, il est possible donc, de faire des retraits sur son compte cotisant. Alors, quand on sort du RVC, soit c'est par un versement unique, donc soit c'est par des retraits partiels. Donc c'est au choix du retraité. Alors nous avons affiché ici les taux de rémunération des dépôts. De 2013 jusqu'à 2018, nous avons une courbe donc, qui progresse. L'année dernière, 2017, nous avons fait 5,25% et nous prévoyons 5,30%. La courbe est encore pointée parce que les instances de décision n'ont pas encore été saisis de la question. Alors, avec cette taux, nous finissons avec le régime volontaire par capitalisation pour passer au fonds autonome d'assurance maladie. Alors, ce fonds-là est destiné aux retraités donc, du régime des cadres. Pour le moment, il est donc réservé aux retraités du régime des cadres et à leurs ayants droit. Le fonds est donc géré en interne par les services donc, de la CRAE-MOA et il est financé par les cotisations des actifs, n'est-ce pas, donc du régime des cadres. Alors, il est ouvert aux adhérents, évidemment, aux adhérents donc, du régime des cadres. Alors, nous précisons qu'il y a un fonds similaire qui est donc en cours d'être mis en place donc, pour les retraités de le régime, donc pour les salariés non cadres. Alors, qu'est-ce que nous offrons donc avec le Fonds autonome d'assurance maladie? Alors, qu'est-ce que nous offrons? Il y a deux garanties. Il y a d'abord une garantie de base, la souscription obligatoire. La technique ne répond pas, mais je crois que je vais continuer. Il y a donc une garantie de base à souscription obligatoire, et puis il y a une garantie
complémentaire, la souscription facultative. Alors la différence entre les deux, c'est qu'il y a possibilité avec la garantie complémentaire de se faire délivrer une prise en charge pour faire des soins à l'extérieur donc de la zone de l'Union, de la zone de l'UEMOA, soit en France, en Tunisie ici, ou bien donc au Maroc. Alors, les garanties donc, sont les suivantes. Le taux de remboursement est de 80% pour la garantie de base. Il y a un plafond de 10 millions par assuré. Et puis, il y a une prime par enfant de 150 000, une prime par adulte de moins de 65 ans de 300 000 et la prime pour les adultes de plus de 65 ans de 370 000. Alors, concernant donc la garantie complémentaire, le taux de remboursement est de 70%. Le plafond annuel par assuré est de 5 millions. Ce plafond vient compléter le plafond de 10 millions. Donc, pour celui qui a souscrit à la garantie complémentaire, son plafond cumulé fait 15 millions. La prime s'élève donc à 137 000 francs. Alors, il convient de préciser que ces primes, évidemment, comme tout contrat d'assurance, évoluent en fonction du rapport sinistre à prime et que les primes concernant les garanties de base sont subventionnées par le FAM à hauteur donc de 50%. Donc, c'est la moitié de la prime que les retraités donc payent. Voilà donc ce qui concerne l'assurance maladie. Étant donné que nous avons des partenaires qui sont éparpillés dans les 8 pays de l'Union et même au-delà, nous avons développé des services en ligne qui permettent donc de travailler efficacement avec nos différents partenaires. Par exemple, avec les adhérents, l'adhérent, à partir de son bureau, a la possibilité donc, de charger les cotisations, de mettre à jour les dossiers des participants et de consulter la situation donc, des participants. En ce qui concerne le salarié lui-même, il peut consulter et éditer donc, ses relevés de compte point de retraite. Il peut simuler donc, le montant de sa pension, de sa future pension, et puis il peut mettre à jour les coordonnées et la liste des ayants droit. Alors, le retraité ou le reversataire peut consulter et éditer donc, les bulletins de pension mensuels. Il peut suivre les décomptes de remboursement des frais médicaux et il peut mettre à jour les coordonnées et la liste donc, des ayants droit. Tout ce que nous avons dit ici peut donc être consulté sur notre site, le www.craio.org. Voilà l'espace dédié aux adhérents, aux retraités, aux participants, et puis il y a un espace pour les structures médicales parce que nous avons conventionné un certain nombre de structures médicales donc, à travers l'Union. Alors voilà aussi la partie qui concerne les différents régimes dont nous avons parlé. Alors, avec ces derniers diapos, notre présentation se termine. Merci beaucoup pour votre attention et nous restons à votre disposition. Merci beaucoup, M. Brou Nguessan, le secrétaire général de la Caisse de retraite par répartition avec épargne de l'Union monétaire ouest-africaine. M. Silla, oui. Rapidement, je voulais dire à l'attention de mes collègues, de mes amis assureurs, que ici, la CRAE est principalement dans le régime par répartition. Oui, c'est ça, par répartition. Et que pour ce qui est des assureurs, ils sont beaucoup plus dans le régime par capitalisation. Donc, je dirais qu'on n'est pas concurrent. On n'est pas concurrent dans ce domaine-là. Pour ce qui est du Fonds autonome d'assurance maladie, je voudrais indiquer que nous soignons plutôt les retraités et les assureurs soignent ceux qui sont en activité. Déjà, je pense qu'il n'y a pas également de concurrence à ce niveau-là parce qu'il fuit les retraités. Pour ce qui est du régime de retraite par capitalisation, je dirais également qu'il n'y a pas de concurrence parce que nous nous occupons uniquement de ceux qui sont inscrits au titre de nos régimes, de nos différents régimes. Bon, on ne va pas chasser sur le terrain des assureurs en dehors de cela. Alors, pour ce qui est des adhésions, je voudrais indiquer que ce que M. Brou n'a pas eu le temps de vous indiquer, c'est que si demain une compagnie X adhère à la CRAE et que vous y travaillez, que dans 3 mois ou 4 mois, vous n'avez pas la satisfaction au point de vue de votre carrière, etc., que vous quittez, même si vous allez vous convertir dans l'agriculture ou
vous pouvez continuer à participer, à payer bien entendu la totalité des cotisations par employeur et par employé et continuer. Donc c'est ce qu'on appelle l'assurance volontaire. Mais également, si vous le voulez, puisque maintenant les assureurs peuvent, le régime est ouvert, les régimes sont ouverts aux assureurs, si vous voulez anticiper, parce que, bon, vous êtes directeur général, vous voulez, en attendant que votre conseil d'administration donne l'accord, vous voulez y aller à titre individuel, vous le pouvez également. Alors, maintenant, pour tout dire, je voudrais vous rassurer, pour vous dire que, au-delà de tout, la CRAE se porte très bien. Et on vous attend. Merci beaucoup. Je voudrais vous garder, M. Sylla. M. Sylla, je voudrais vous garder. Oui, vous pouvez venir. Et je rappelle Mme Tiako, qui va donner la récompense à M. Sylla. Mme Tiako, je vous prie. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît, la vice-présidente du FANAF. Sans question. Sans question. Il va être honoré. Vous voulez des questions ? 10 minutes. 10 minutes. Si le président demande ça, 10 minutes. Excusez-moi, Madame Tiako, c'est de l'improvisation là. Donc, Monsieur Ndiaye, venez vous asseoir ici si vous voulez, pour ne pas vous éloigner. Voilà. Micro, c'est là. Merci beaucoup. Je voudrais d'abord remercier M. Sylla de s'être rendu disponible. Je crois que la problématique de la retraite des personnels en activité se pose avec acuité. Ce qui fait que c'était l'un des programmes sur lesquels le bureau exécutif avait été élu en 2014. C'était de rechercher les voies et moyens pour garantir une retraite correcte aux personnels qui sont actuellement en activité. Et dans ce cadre-là, le bureau exécutif de la FANAF a eu à faire un certain nombre de recherches. Et à l'issue d'un symposium sur la première sociale qui s'est tenu, je crois en 2016, nous avions recruté, ça a mis en place un comité qui a été présidé par Chisaliou Bakayoko, et nous avions recruté un cabinet de consultants. Ce cabinet, c'était SIRA, qui a eu à faire une étude sur les mécanismes de fonds de pension qu'il fallait mettre en place, et un premier travail avait commencé à être fait au niveau de la plupart des sociétés pour recueillir des adhésions. Nous avons également entrepris des démarches en direction de la CRAE, parce que ce système nous devait sembler extrêmement correct et performant, pour voir quelle était l'articulation qui est possible entre la vision que le bureau avait et ce que la CRAE faisait déjà pour le personnel, d'abord de la BCAO, ensuite de l'UMOA et enfin des banques commerciales. Mais la possibilité n'était pas ouverte aux assureurs. On a eu plusieurs interactions avec la direction générale et je voudrais remercier et féliciter M. Sylla, qui est d'abord de la famille des assurances, parce que je crois qu'il est de la 7e promotion du site supérieur de l'Institut international de Yaoundé. Devenu directeur général de la CRAE, il a porté ce dossier et il a pu, au niveau de son conseil d'administration, ouvrir le maintenant à l'adhésion du secteur des assurances publiques comme privées, avec la possibilité, ce qui est important dans ce contexte de mobilité, qu'une fois qu'on est dans le système, quelle que soit l'entreprise, quelle que soit la zone où l'on va, on peut continuer à cotiser au nom de la CRAE. C'est une proposition qui a été faite, qui ne remet pas en cause le travail qui a été fait au niveau de la CIMA ou de la ANAF. Et aujourd'hui, nous essayons de travailler ensemble pour voir comment conférer une retraite décente ensemble. Il appartiendra bien sûr aux uns et aux autres de mieux comprendre le mécanisme qui est proposé et le cas échéant de revenir au niveau du bureau pour qu'on puisse faire un choix d'orientation. Étant entendu que chaque société est libre, plus ou moins, d'aller vers ce qui lui semble être le plus optimal et le plus apte à garantir ses intérêts. C'est un peu le sens de cette démarche. C'est pourquoi nous avons dit à M. Sylla, venez en Assemblée générale, exposer ce que la CRAE fait, parce qu'on entendait parler pendant longtemps, on ne savait pas trop ce que c'est. Aujourd'hui, je pense que nous savons un peu mieux ce que c'est, mais il y aura certainement des questions au niveau de la salle. Et comme il l'a envisagé, à partir du mois prochain, il y aura une tournée au niveau des pays pour essayer. Notre préoccupation, c'est aussi que la CRAE, la zone CIMA est à cheval sur l'UMOA et la CEMAC, 14 pays. La CRAE a des solutions à l'origine pour les ressortissants ou les travailleurs des compagnies d'assurance de 8 pays. Il y a
tous ceux qui sont en Afrique centrale qu'il faudra essayer d'intégrer. Et je pense qu'il y a également la BEC, ou la banque des États centrales. Le représentant doit être également dans la salle, qui vient de mettre en place un mécanisme similaire à celui de la CRAI, qui n'a peut-être pas le même vécu que la CRAI a 40 ans. Et ce serait intéressant de voir également qu'est-ce qu'il est possible de faire. L'essentiel pour nous, c'est de faire en sorte que tous ceux qui travaillent pour les compagnies d'assurance aient une recette décente à l'issue de leur carrière, parce que malheureusement, les taux d'emplacement qui sont proposés par les caisses d'assurance sociale mises en place par les États garantissent des taux de remplacement de revenus d'activité qui très souvent sont inférieurs à 35%, à la Côte d'Ivoire qui va jusqu'à 5%. Merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a des questions. Monsieur Silas, voilà. Madame qui est juste là, oui. Vous présentez, s'il vous plaît. Sa chapelle, je souhaiterais demander au président si la CRAE, ça concerne que les anciens employés des compagnies d'assurance spécifiquement ou du secteur d'assurance. C'est-à-dire qu'à ce moment où est-ce que vous rangez les intermédiaires? C'est M. Silla qui va répondre à des questions, je pense. Le champ d'application. Alors, assureur, réassureur et courtier. Oui. Voilà. Courtier, pour le moment. D'autres questions? Monsieur qui est là, oui. Bon, Georges, consultant. Comment se fait le contrôle au niveau de la CRAE? Les produits sont contrôlés par quel organisme? Et est-ce que la CRAE a besoin d'un agrément quelconque pour fonctionner ou juste l'acte de création suffit pour fonctionner? Voilà. Merci. Monsieur qui est là? Oui. S'il vous plaît, la question que je pose, que je vais poser concernant la pérennité de votre modèle. Est-ce que vous avez tenu compte des pyramides des agents? La Tunisie, on a ce problème. C'est-à-dire à moyen et à long terme. Primo. Secondo, concernant le salaire de référence, comment vous avez calculé le salaire de référence? Moyenne pondérée ou moyenne arithmétique? Vous avez dit qu'il y a un taux 5%, 6%. Est-ce que vous avez tenu en compte de taux d'inflation et le taux de change? Et je vous remercie. Merci. Monsieur, oui. Oui, merci. Alors, je voulais savoir... Vous présentez, s'il vous plaît? Kwame Jean-Baptiste, directeur général de la SICARI. La SICARI est déjà membre de la CRAE, mais je pose la question, il y a une question qui me vient en tête. Est-ce qu'une personne qui doit faire valoir ses droits à la retraite dans moins de 10 ans peut adhérer donc à la CRAE avec effet rétroactif de manière à réaliser les 10 ans qui sont exigés? Voilà. Je pense que M. Silla doit répondre à ces questions-là. M. Brou, Ngassen également. Alors, on se consulte. Alors, moi, je vais répondre à la dernière question. Oui, il est indiqué que pour bénéficier d'une pension de retraite, il faut avoir cotisé pendant 10 ans. Sinon, c'est une allocation unique qui est versée. Mais vous pouvez faire des rachats pour augmenter le nombre de points. Vous pouvez en faire des rachats. Mais vous pouvez également, pour quelqu'un qui cotise pendant 8 ans, peut décider, en accord avec la CRAE, de différer la perception de sa pension de 2 ans, de telle sorte qu'en ce moment, il pourrait bénéficier, au bout de 10 ans de cotisation, il pourrait bénéficier de pension de retraite. Voilà, c'est les conditions. Voilà. Alors, le reste, je vais laisser M. Brou y répondre. La question du contrôle de la CRAE, qu'a posé M. le consultant d'ailleurs. Oui, merci beaucoup. La question du contrôle, la CRAE n'est liée à aucune organisation, ni nationale ni internationale, par rapport au contrôle. Donc, nous avons nos dispositifs de contrôle interne. C'est comme ça que nous fonctionnons depuis 1979. Il n'y a pas de... On n'est pas soumis au contrôle. Alors, évidemment, on a les commissaires aux comptes qui viennent pour vérifier nos comptes, mais c'est une organisation internationale qui n'est pas liée au... Parce que dans la zone
Puis il y a la CIPRES qui fait les contrôles dans les caisses plutôt nationales. Nous, comme nous sommes une caisse spécifique, on n'est pas en relation directe avec la CIPRES. Peut-être le DG va... Étant entendu que nous avons un conseil d'administration qui a des organes, il y a un comité d'audit, un comité de rémunération, etc. Et puis un comité de pilotage des régimes qui travaille suivant des normes qui sont même un peu plus sévères que les normes de la CIPRES, qui est la conférence interafricaine de prévoyance sociale. Et on parle aussi de redevabilité. Hein. C'est ce que j'ai cru comprendre de la question de monsieur le consultant, la redevabilité par rapport à la gestion. Aujourd'hui, les audits internes ou autres, donc ça peut être très intéressant, mais il faudra quand même peut-être trouver aussi donc, quelqu'un qui chapeaute ou quelqu'un qui essaie de voir les comptes. Hein. Bon, celui qui chapeaute, on peut dire l'autorité de tutelle, c'est la DCAO en fait. Maintenant, dans le domaine, dans le métier, c'est vrai qu'on n'a pas d'organisme de contrôle comme le régime national. Les questions, à juste titre de monsieur, donc, sur la pyramide des âges et les primes en tenant compte donc, du taux d'inflation. Alors, quelqu'un a posé la question par rapport donc, au salaire de référence. Le salaire de référence chez nous a été fixé en 1979 à 1000 francs, je crois. Et ça a évolué donc en fonction donc du salaire moyen des cotisants jusqu'à aujourd'hui. Voilà comment ça a évolué. Ça a un lien avec la valeur de service du point, c'est ce qui détermine le rendement. Donc en fonction donc d'un rendement cible, parce que dans le rendement, il y a, si vous prenez la valeur de service du point, est-ce que c'est le pouvoir d'achat des retraités qu'on veut maintenir? Est-ce que c'est un équilibre annuel ou pluriannuel qu'on veut atteindre? Donc c'est comme ça que c'est piloté. Alors ça n'a pas été basé sur des arithmétiques à l'origine, certainement, mais les évolutions que nous avons connues, c'est par rapport donc, au salaire moyen donc, des cotisants. D'accord. Voilà, je pense que vous avez répondu à toutes les questions. Hein. Donc il en reste quelques-unes à des réponses. Alors la pyramide des âges, oui. Par rapport à la pérennité, oui. Alors, oui. Alors, bon, comment on prend en compte? Je n'ai pas bien compris la question, mais dans toutes les caisses de retraite, le problème donc, de l'augmentation de l'espérance de vie est connu. Ce que nous avons fait il y a quelques années, c'était de relever l'âge de la retraite, qui était à 55 ans, qui est passé à 60 ans. Évidemment, ce paramètre-là fait partie des éléments, des outils de pilotage du régime. Il n'y a pas que ça, il y a les autres paramètres, le prix d'achat du point, la valeur de service du point, l'âge de la retraite, tout ça, ça fait partie donc, des éléments de pilotage. Pour les régimes par répartition qui fonctionnent par point, on a quand même une palette d'éléments qu'on peut à chaque fois bouger, pouvoir évoluer dans le sens vraiment qu'on veut donner au régime. Merci beaucoup, Monsieur Brou. Voilà, je demande de venir à côté de moi. On va laisser Monsieur Brahima Silla donc clôturer avant de vous récompenser. Madame Dako sera là pour vous récompenser. Le mot de la fin, à vous, Monsieur Silla. Ben voilà, je crois qu'il n'y a pas de mot de la fin. J'attends peut-être ma récompense. Non, je vous taquine. Ma récompense sera le niveau d'adhésion. Comme nous allons organiser une mission itinérante, et on sera dans le vrai B2B. Et je pense qu'elles sont nombreuses, les compagnies et les sociétés d'assurance qui vont adhérer à la. Je vous remercie. On peut l'applaudir, monsieur. Et j'invite Madame Thiako, la vice-présidente du FANAF, à lui remettre son trophée. On applaudit Madame Thiako. Voilà. Mademoiselle. Oui. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Voilà, merci beaucoup.